Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Caroline Puig-Grenetier. Bonjour. Bonjour, c'est très gentil de me recevoir. Vous êtes documentariste du film Le silence des justes. Voici le pitch de votre film. Sur le plateau entre la Haute-Loire et l'Ardèche, des centaines de Juifs ont été sauvés de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, pendant des décennies, personne n'en a jamais parlé. Un silence qui cache une rare histoire de solidarité entre habitants. À Chambon-sur-Lignon et dans les villages environnants, ces justes ont abrité, nourri ou encore caché ceux qui furent sans cesse traqués par les forces nazies. Il y a cette incapacité de parler pour ces gens, un silence que vous tentez de décrypter, Caroline Puig-Grenetier. Oui, c'est ça, exactement. D'abord, il faut dire qu'il y a eu énormément de justes, particulièrement dans cette région, mais aussi à beaucoup d'autres endroits. Et ce qui m'a toujours beaucoup émue chez ces personnes, c'est qu'effectivement, elles ne se sont jamais vantées. J'avais eu l'occasion de faire un autre documentaire sur un grand monsieur qui s'appelle Gino Bartali, qui pour l'information, je pense que certains auditeurs doivent le connaître. Il a gagné le Tour de France avant la guerre et après la guerre en tant que cycliste. Il était très évidemment connu et adulé en Italie. Et il profitait en fait il profitait de son statut de grand champion pour qu'on lui foute la paix et il transportait des papiers dans les tubes de son vélo pour aller sauver des personnes juives. Et il disait une phrase très belle: il y a des médailles qu'on accroche à son âme, pas à sa veste. Et je parle de lui parce que pour moi, ce film a ouvert tout mon travail sur les justes, sur le haut plateau de la Haute-Loire et de l'Ardèche, notamment avec le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon, qui appartient maintenant au mémorial de la Shoah. Et voilà, ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui n'avaient pas besoin de se vanter, d'en parler, et pour qui, en fait, c'était complètement normal. Oui, c'est bien, Voilà, c'est bien ce qui revient effectivement quand on regarde oui. votre film. On voit aussi beaucoup de paysages, des plans larges, des plans serrés, de villages, de fleurs, de collines, d'escaliers sans habitants, sans personnages. Vous invitez en quelque sorte le téléspectateur à imaginer ces justes qui ont caché les Juifs pendant la guerre. C'était votre intention de réalisatrice ? Oui, c'était tout à fait mon intention. Je trouve que les lieux doivent parler. Je pense que quand on se promène dans un endroit et qu'on peut imaginer ce qui s'est passé, je pense qu'on en sortit grandi. Et très sincèrement, dans ce monde qui me fait peur, actuel, où l'antisémitisme remonte d'une manière inimaginablement effroyable, je pense qu'il faut vraiment tirer les sonnettes d'alarme dans tous les sens. Et le fait d'avoir filmé ces lieux, ce sont pas des lieux filmés au hasard, ce sont des lieux où effectivement il y a eu des sauvetages. Et chaque ferme que vous pouvez voir ou petite montée d'escalier qui est dans le village de Mars, sur le haut plateau de l'Ardèche, celui-là, ce sont des endroits où des enfants ont été cachés ou même des adultes ont été cachés. Les chemins qu'on peut voir, qu'on a mis en scène avec Alain Brochot, mon chef opérateur fidèle depuis toujours, c'est aussi des chemins où les personnes pouvaient s'enfuir ou au contraire arriver pendant la nuit. Et voilà. Et je trouvais que c'était chouette que les personnes qui pourront aller autour de ce village du Chambon-sur-Lignon, entre autres grâce à ce merveilleux lieu de mémoire, pourront aussi se déplacer dans certains endroits et se dire bah ouais, on voit pas juste des belles fleurs ou une jolie petite ferme avec des murs en pierre. On se rappelle que derrière il y a des gens qui ont été courageux, et j'ai même envie de dire très courageux, mais je voudrais même rajouter normaux en fait. Une historienne intervenante de votre documentaire dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Le résistant pendant la guerre, c'est celui qui a pris les armes pour la France. Ce n'est pas le juste qui a caché des Juifs. On n'a pas mesuré pendant longtemps la résistance et le courage de ces gens-là qui ont caché, au péril de leur vie, ces gens dans les campagnes françaises.
c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Dans C'est-à-dire l'inconscient qu'en fait, collectif, finalement, ça n'était pas des résistants. c'est ça. Dans l'inconscient collectif, c'était pas des résistants. Et je vais même aller un peu plus loin. Je me permets parce que je me glisse derrière la parole de ces grands historiens qui sont dans mon documentaire et qui ont beaucoup travaillé sur la question. C'est qu'en fait, eux-mêmes se considéraient pas particulièrement comme des résistants. Ils se considéraient comme des personnes qui font leur devoir d'être humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion. Il y avait évidemment beaucoup de protestants parce qu'il se trouve qu'il y a une mentalité particulière chez les protestants, mais pas seulement. Je vous parlais du Don Bartali, bon, lui, il n'est pas en Haute-Loire, mais enfin, c'était un catholique. Puis il y avait aussi évidemment des personnes athées. Enfin, il y avait surtout des gens, voilà, qui considéraient que ce qu'ils faisaient était normal et que c'était pas particulièrement un acte de résistance. Enfin, en tout cas, c'était un acte de résistance à la folie humaine. Alors Vous justement, parlez des nazis, il y a eu beaucoup malheureusement, de Français qui ont collaboré. Il y a eu la Gestapo, voilà, mais il y a aussi beaucoup de Français qui n'ont pas caché et qui même ont dénoncé. Et ces gens-là, ont résisté aussi contre cette barbarie tout court, quoi, qui existait malheureusement partout. Boris Cyrulnik, qui intervient bien sûr dans votre documentaire, lui-même a été sauvé par des justes. Il intervient et il a enquêté pour retrouver des justes dans ces villages de la France profonde. Il a dit avoir entendu le terme, ce que vous disiez depuis le début de cette interview, c'est normal d'avoir aidé ces gens. Il affirme que ces gens ont pris un risque important pour protéger des enfants et des adultes qu'ils ne connaissaient pas. Ça leur paraissait normal. Cette notion de normalité revient sans cesse finalement dans les récits, aussi bien des historiens que des témoins, que des petits-enfants de justes. C'est exactement ça. C'est ce qui revient tout le temps. Et M. Boris Cyrulnik, évidemment, ça a été d'abord un immense honneur que de pouvoir aller jusque chez lui avec Eliane Vauquier, qui le connaissait bien, et donc qui m'a accompagnée pour faire ce documentaire et pour aller voir M. Cyrulnik. Et moi, je sais pas, j'ai mis une demi-heure avant d'arrêter de pleurer devant lui. Il faut même pas trop que j'en parle à la caméra, à la radio, parce que voilà, ça revient, ça remonte de loin. Et Boris explique ça tellement bien, tellement mieux que moi. Il en garde une admiration. Enfin, lui, ça lui a sauvé sa propre vie déjà. Et il garde pour ces gens-là une admiration incroyable, moi aussi, évidemment. Et tous ceux qui ont pu approcher cette histoire. Je suis très contente que vous mettiez en lumière le travail de ces gens, parce que j'ai envie de parler de travail aussi. Pour moi, c'est un mot très noble, le travail. Et ces gens ont travaillé, je pense, sur eux-mêmes, sur leurs peurs, sur leurs convictions religieuses aussi, parce qu'ils accueillaient des gens qui n'étaient pas complètement sur la même lignée, on va dire, religieuse. Et pour faire leur devoir, pour faire leur travail de citoyen. On constate aussi, bien sûr, et on constate aussi que le tabou autour de cette histoire, on l'a dit, des justes parmi les nations, au sein même des familles. C'est-à-dire que vous avez interviewé des arrière-petits-enfants de justes qui ont appris très tard ce qu'avaient fait leurs aïeux. Exactement. Et je vais même vous livrer un petit secret pour les gens qui regarderont le film. On voit dans le film une trappe à un moment qui s'ouvre, sous laquelle il y avait une cave, et dans cette cave étaient cachées des personnes juives. Et j'ai pas pris évidemment une trappe au hasard, une maison au hasard. C'est bien une maison où il y a eu énormément de personnes qui ont été cachées. C'est la fille de ces justes qui m'a ouvert la porte de chez elle, qui m'a montré cette trappe, qui m'a montré les bois alentours où on a fait donc des images, et qui n'a absolument pas voulu que ses parents soient cités dans le film en hommage à ses parents. Parce qu'en fait, ses parents ne voulaient pas, justement, ils ne voulaient pas que ça devienne une flatterie. Il y a un très beau film, beaucoup plus ancien que le mien, qui s'appelle Les armes de l'esprit, de Pierre Sauvage, qui était un enfant qui avait lui-même été caché au Chambon-sur-Lignon et qui était retourné justement sur les lieux pour rencontrer les personnes qui lui avaient sauvé la vie.
Et donc, il avait fait un témoignage, il les avait interviewés. Et il y a une dame aussi extraordinaire dans ce film qui dit, mais écoutez, foutez-moi la paix, voilà, je les ai sauvés, évidemment, et alors, on va pas en faire un fromage, voilà. Et puis, il y a cette elle voulait pas modestie être qui mise en revient, avant. bien C'est sûr. ça. Oui. On apprend aussi dans votre documentaire qu'à l'été 45, le premier camp israélite est organisé à Chambon-sur-Lignon. Cela devient donc une terre symbolique pour les justes parmi les nations, mais aussi pour la communauté juive. Exactement. Exactement. Et en plus, c'est d'autant plus touchant parce que ça a eu lieu à la Maison des Roches. Donc la Maison des Roches qui est devenue maintenant d'ailleurs un très bel endroit où il y a des expositions de peinture, de sculpture et aussi un hommage à la littérature qui a lieu une fois par an. Mais dans cette Maison des Roches, à l'époque, ça a été un des seuls endroits du coin où il y a eu effectivement une rafle, certainement sous dénonciation. D'accord. Et il y a même, et il y a un des pasteurs, le fils ou le cousin, je sais plus, du pasteur Trocmé, qui a été un des multiples pasteurs qui ont aidé à organiser tout ce réseau, en fait. Parce que le sauvetage, il y avait aussi besoin d'un réseau, amener à telle personne à tel endroit, telle autre personne à tel autre, enfin voilà. Et donc, c'était évidemment, je pense, pas par hasard que des personnes juives sont revenues après la guerre et ont été logées dans cet endroit, je pense, d'une manière aussi pratique, parce qu'il y avait beaucoup de chambres, vu qu'avant c'était un lieu qui accueillait des étudiants. Et il y a aussi, de toute façon, beaucoup de personnes juives qui sont au Chambon-sur-Lignon, qui sont revenues comme ça. On a un grand musicien dans le film aussi, qui est revenu, qui a fait des concerts au Temple. Boris Cyrulnik, évidemment, qui est venu. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de gens, mais qui se font pas forcément connaître, qui font comme les justes, qui restent dans leur humilité et dans leur dignité, je crois. Vous en parliez justement, vous avez mis aussi en lumière les actions des pasteurs français, particulièrement attentifs à ce qu'il se passait sous l'Allemagne nazie, et l'aide des protestants et des catholiques, vous le rappelez, a été très importante envers la communauté juive. Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est des gens, quelque part, on vient tous de la même religion. Je suis moi-même d'ailleurs très croyante. Et donc, il y a une logique absolument implacable à aider l'autre en danger. Et encore plus quand c'est l'autre qui est condamné par une absurdité incommensurable, en fait. Merci beaucoup Caroline Puy-Grenetier d'avoir été avec nous sur Radio JM pour présenter votre film Le Silence des Justes, un film qui est produit par Nomade Productions et diffusé sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ce soir jeudi 22 février à 23h dans la case La France en vrai. Nos auditeurs peuvent y accéder à Marseille via le canal 324 ou 454 selon votre opérateur ou en replay bien sûr sur le site francetvplus.fr. Merci beaucoup Caroline Puy-Grenetier. Merci à vous vraiment infiniment. À très bientôt. Et votre présence. Merci à vous. Et puis si vous êtes intéressé pour diffuser ce film dans des salles de cinéma, sachez que Caroline Puy-Grenetier propose ses prestations via sa société Nos Passerelles. Vous pouvez la contacter directement sur son site internet. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.